Le 14 décembre 1991, à Federal Way, Washington, une fille de 16 ans se réveilla en sursaut et regarda l'heure. Son cœur s'emballa. Elle était en retard, du moins c'est ce qu'elle crut. Elle bondit hors du lit, enfila son uniforme de drill team sans prendre le temps de réfléchir, attrapa ses affaires et sortit de la maison en courant sans même retirer les bigoudis qu'elle avait mis dans ses cheveux la veille au soir. Elle n'avait pas le temps. Elle pensait ne pas avoir le temps. Ce détail, les bigoudis, la précipitation, la panique d'une adolescente qui croit avoir manqué quelque chose d'important, est le genre de détail qu'on oublie dans les grandes affaires criminelles. On parle de preuves, de suspects, d'ADN, de verdicts, mais avant tout ça, il y avait une fille de 16 ans qui courait vers sa voiture avec des bigoudis dans ses cheveux roux parce qu'elle avait peur d'arriver en retard à un entraînement. Et cette précipitation, ce moment de panique ordinaire et sans conséquence dans n'importe quelle autre vie, allait la placer exactement là où quelqu'un l'attendait. Sarah Era Louise Yarborough était née le 12 juin 1975 à Portland, Oregon. Sa famille avait déménagé à Federal Way, Washington, quand elle avait 8 ans. Federal Way est une ville de banlieue au sud de Seattle, propre, tranquille, une de ces agglomérations américaines où les pelouses sont tondues, les rues connues, et où les gens laissent leurs enfants marcher jusqu'à l'école sans y penser deux fois. Sarah avait grandi dans ce quartier, dans ces rues, avec ses voisins. Elle connaissait chaque maison, chaque visage. À 16 ans, elle était le genre de personne qu'on remarque sans qu'elle cherche à se faire remarquer. Ses cheveux roux bouclés étaient impossibles à ignorer. Son sourire, selon sa mère Laura, illuminait chaque pièce dans laquelle elle entrait, non pas comme une expression figée, mais comme quelque chose de vivant, de spontané, quelque chose qui faisait que les gens autour d'elle se sentaient vus. Elle était élève d'honneur à la Federal Way High School. Elle excellait en mathématiques, en sciences, en arts, elle lisait, elle dansait, elle n'était pas bonne dans une seule chose, elle était bonne dans tout ce qu'elle essayait. Et elle essayait tout. Elle faisait partie du drill team de son lycée, une équipe de performance chorégraphiée qui demandait autant de discipline que n'importe quel sport. Elle était active dans le groupe de jeunes de son église. Elle faisait partie d'un groupe de danse appelé les Safety Kids, une troupe qui se produisait dans différentes villes pour encourager les jeunes à faire des choix responsables. À 15 ans, ce groupe l'avait emmenée en Nouvelle-Zélande pour se produire. 15 ans, et elle avait déjà vu plus du monde que la plupart des adultes de sa rue. Elle voulait voir plus. Elle avait dit à sa mère qu'elle ne voulait pas aller dans une université de son état, elle voulait aller quelque part loin, quelque part qu'elle n'avait jamais vu. Elle voulait explorer. Elle n'avait pas encore décidé ce qu'elle voulait faire de sa vie, mais elle avait deux idées, devenir conservatrice de musée ou ingénieure comme son père. Sa mère était secrètement pour la conservatrice de musée. Mais plus que les notes, plus que la danse, plus que les voyages, ce dont tout le monde se souvient le plus en parlant de Sarah, c'est sa gentillesse. Pas la gentillesse performative qu'on affiche pour être appréciée, la gentillesse qui se manifeste sans qu'on la demande. Elle aidait ses deux frères cadets avec leurs devoirs, elle était toujours la première à se lever quand quelqu'un avait besoin d'aide. Elle n'attendait pas qu'on lui demande, elle voyait le besoin et elle agissait. Sa devise était gravée dans le marbre de ce qu'elle croyait, 2 mots latins, carpe diem, saisir le jour. Ce n'était pas une formule creuse pour elle, c'était une façon de vivre, vérifiable et quotidienne. Le vendredi 13 décembre 1991, la famille Yarborough se préparait à partir pour Ocean Shores, à environ 2 heures de route de Federal Way. Le frère cadet de Sarah avait un match de football. Toute la famille y allait, sauf Sarah. Elle avait des plans pour les week-ends. Sa drill team avait une compétition le samedi matin et elle avait d'autres activités prévues. Elle demanda à ses parents si elle pouvait rester seule à la maison. Sa mère hésita. Laisser une adolescente de 16 ans seule pour le week-end ne l'enchantait pas. Mais Sarah insista. Elle ne voulait pas manquer sa compétition. Elle ne voulait pas manquer ses plans. Ses parents finirent par accepter, sous une condition. Une amie devait venir passer la nuit avec elle. Sarah accepta. Ce vendredi soir, Sarah et un groupe d'amis allèrent à un match de basket au lycée. Une soirée normale, légère, sans rien d'inhabituel. Après le match, Sarah et l'amie qui allait dormir chez elle s'arrêtèrent acheter de la nourriture et des snacks en rentrant. 2 filles de 16 ans, insouciantes, qui rentrent chez elles avec de la junk food un vendredi soir. Elles s'installèrent pour la nuit, rirent, mangèrent, firent ce que font les adolescentes quand elles ont la maison pour elles. Il n'y avait rien d'inhabituel, rien qui sonnait faux, rien qui aurait pu faire penser à quiconque que le lendemain matin, tout changerait. Le samedi 14 décembre 1991 arriva. Sarah se réveilla et regarda l'heure.
elle crut être en retard. La Drill Team devait se retrouver à la Federal Way High School pour prendre un bus vers le Juna High School à Kirkland où était lieu la compétition. Sarah sauta du lit, enfila son uniforme de Drill Team, dit au revoir rapidement à son amie et courut vers la voiture de son père qu'elle utilisait ce week-end-là. Elle arriva au parking arrière de la Federal Way High School à environ 8 heures du matin. Et là, elle réalisa qu'elle avait tort. La Drill Team n'était pas attendue avant 9 heures. Elle avait 1 heure d'avance. Le parking était presque vide. L'école était silencieuse. C'était un samedi matin de décembre, et les températures étaient glaciales, suffisamment froides pour que des plaques 10 se soient formées dans les flaques d'eau dans l'île la nuit. Sarah s'installa dans sa voiture pour attendre. Sur le siège passager, un grand contenant de jus d'orange qu'elle avait préparé le matin même. Elle était là, seule, dans son uniforme de Drill Team, les bigoudis encore dans ses cheveux roux, dans un parking presque vide par une matinée de décembre. Et quelqu'un, quelque part, dans les environs, la regardait. À quelques rues de là, 2 garçons de 13 ans venaient de se lever. Drew Miller avait un ami, Adam, qui avait dormi chez lui. Ils avaient fait ce que font tous les enfants de leur âge un samedi matin en 1991. Regarder des dessins animés à la télévision, manger des céréales, laisser la matinée se dérouler sans y penser 2 fois. Puis, ils décidèrent de sortir faire du skate. Adam habitait non loin de la Federal Way High School et il y avait un bon parking pour skater dans le coin. Pour couper par le plus court chemin, ils firent ce qu'ils avaient fait toujours. Ils escaladèrent la clôture du campus scolaire et traversèrent le terrain. Un raccourci qu'ils avaient emprunté des dizaines de fois. Une routine sans importance. L'air du matin était brutal. Les plaques 10 dans les flaques d'eau craquaient sous leurs chaussures comme du verre. Ils riaient, ils avançaient. 2 garçons de 13 ans sur leur chemin vers le skate, un samedi matin ordinaire. Et puis Drew leva les yeux. À 30 mètres devant lui, un homme sortit des buissons. Il apparut d'un coup. Une seconde, le chemin était vide. La seconde suivante, il était là. Il venait d'une zone basse près de ce qui avait été un abri de baseball, entouré de buissons épais, assez hauts pour cacher quelqu'un complètement. L'homme se redressa, regarda directement les 2 garçons, puis sans rien dire, il tourna et se mit à marcher dans la même direction que les 2 autres, avant à 30 mètres. Drew sentit quelque chose se contracter dans son ventre. Quelque chose ne collait pas. Mais il avait 13 ans, il ne savait pas quoi faire avec ce sentiment. Alors il fit ce que la plupart des gens font quand quelque chose semble anormal sans qu'il ne se soit encore rien passé de techniquement grave. Il se raisonna. Il se dit que l'homme était probablement sorti se cacher dans les buissons pour fumer, c'est tout. Rien d'inquiétant. Mais il continuait à le regarder. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Il y avait quelque chose dans la façon dont l'homme les avait regardés, fixement, sans bouger, avant de se détourner, qui restait coincé dans sa poitrine comme une écharpe. Puis les garçons atteignent l'endroit de où l'homme était sorti. La zone basse près des buissons. Ce qu'ils y trouvèrent mit fin à leur enfance en quelques secondes. Une jeune femme était allongée dans la terre. Elle ne bougeait pas. Ses yeux étaient ouverts, regardant le ciel, regardant les 2 garçons qui venaient de tomber sur le pire moment de leur vie. Il n'y avait ni bruit, ni mouvement. Rien. Drew et Adam se figèrent. Leur cerveau ne pouvait pas processer ce qu'ils voyaient. Ce genre de choses n'arrivait pas dans leur quartier, pas dans leur école, pas un samedi matin où ils étaient supposés aller faire du skate. Drew regarda derrière lui. L'homme, le même qui venait de sortir des buissons quelques secondes plus tôt, s'était arrêté plus loin près d'un véhicule. Il avait fait demi-tour. Il regardait directement les 2 garçons. Ses yeux se plantèrent dans ceux de Drew comme un avertissement, comme un défi, comme s'il voulait que Drew sache qu'il les voyait et qu'il savait exactement ce qu'il venait de trouver. Drew décrivait ce regard des années plus tard comme la chose la plus terrifiante qu'il ait jamais vécue. Il l'appela le croque-mitaine. Pas celui des films, pas celui des nocturnes, le vrai. En chair et en os, dans la lumière froide du matin, regardant 2 garçons de 13 ans qui venaient de trouver une fille morte derrière leur école. Les garçons coururent. Ils traversèrent le campus en sprint, escaladèrent la clôture et rentrèrent chez Drew. La mère de Drew vit leur visage et appela le 911 immédiatement. Son beau-père ne prit pas le temps d'attendre. Il attrapa Drew et retourna sur les lieux pour voir s'il y avait quelque chose à faire. Il n'y avait rien à faire. Sarah était partie. La police arriva en quelques minutes. Parmi ses affaires, ils trouvèrent un nom. La fille allongée dans la terre derrière la Federal Way High School était la même fille qui avait couru hors de sa maison ce matin-là, avec des bigoudis dans ses cheveux roux. La même fille qui pensait être en retard. La même fille qui voulait juste arriver à temps à sa compétition de Drill Team. Sa voiture était encore dans le parking, à environ 90 mètres de là. Sur le siège passager, le grand contenant de jus d'orange était intact, pas moublé, pas renversé. Il était exactement là où Sarah l'avait posé en arrivant, attendant une fille qui ne reviendrait plus le boire.
Quand les enquêteurs du département du shérif du comté de King arrivèrent derrière la Federal Way High School ce matin de décembre, ils trouvèrent une scène qui leur raconta immédiatement plusieurs choses. La première, et la plus importante, était celle-ci. Ce n'était pas un crime d'opportunité au sens où beaucoup l'entendent. L'endroit avait été choisi. Les buissons assez épais pour dissimuler une personne, assez proches du parking pour surveiller les arrivées, suffisamment éloignés des portes principales pour que personne à l'intérieur ne puisse voir ce qui se passait dehors. Quelqu'un connaissait ce terrain, ou l'avait repéré à l'avance. La deuxième chose que la scène racontait était plus douloureuse encore. Sarah ne s'était pas battue depuis sa voiture. Il n'y avait aucun signe de lutte dans le parking. Pas de verre brisé, pas de tissu arraché, pas de marque sur le sol autour du véhicule. Le jus d'orange sur le siège passager était intact. Sarah avait quitté sa voiture volontairement, ou avait été forcée à le faire d'une façon qui ne laissait pas de traces visibles. Et elle avait marché, d'une façon ou d'une autre, pour une raison ou une autre, jusqu'à ces buissons. Les enquêteurs développèrent rapidement une première théorie. Sarah était connue pour sa gentillesse, pour sa façon de répondre aux demandes d'aide sans hésiter. Peut-être que quelqu'un l'avait approché et lui avait dit qu'il cherchait son chien. Peut-être qu'il avait prétendu avoir perdu ses clés de voiture dans les buissons. Peut-être qu'il avait utilisé n'importe quel prétexte qui sache activer chez elle ce réflexe d'aide qu'elle portait comme une seconde nature. Et Sarah, étant exactement qui elle était, aurait dit oui. Elle se serait levée de sa voiture et elle aurait suivi. Des années plus tard, quand les procureurs auraient finalement un suspect en face d'eux et pourraient étudier son histoire criminelle, ils développeraient une théorie différente, plus sombre, plus précise. Basée sur son mode opératoire documenté dans plusieurs affaires antérieures, ils estimeraient que l'agresseur avait presque certainement utilisé une arme, un couteau. Il l'avait fait avant, plusieurs fois. Dans chaque cas précédent, il s'était approché d'une femme près de son véhicule, avait engagé une conversation pour la mettre à l'aise, puis avait sorti un couteau pour la contrôler. Il la forçait à marcher vers une zone plus isolée, loin de toute aide possible. C'est probablement ce qui s'était passé avec Sarah. Elle n'avait pas suivi un inconnu par bonté, elle avait marché sous la menace d'une lame, sans autre choix. Mais en décembre 1991, les enquêteurs ne savaient rien de tout ça. Ce qu'ils savaient, c'est qu'ils avaient une scène de crime, un profil ADN masculin complet extrait des vêtements de Sarah et 2 témoins de 13 ans qui avaient vu l'homme responsable. L'autopsie confirma que Sarah avait résisté. On trouva de l'ADN sous ses ongles, le même profil que celui trouvé sur ses vêtements. Elle avait griffé son agresseur. Une adolescente de 16 ans en uniforme de drill team dans le froid d'un matin de décembre avait lutté contre un homme adulte avec tout ce qu'elle avait. Elle s'était battue jusqu'à ce que son corps ne puisse plus se battre. Et en faisant ça, elle avait prélevé un morceau de lui, des cellules sous ses ongles, une preuve biologique qui allait rester intacte pendant 32 ans, attendant que la science soit à la hauteur. Drew Miller et son ami Adam furent convoqués pour travailler avec un dessinateur de la police. Ils décrirent ce qu'ils avaient vu avec le niveau de détail dont 2 garçons de 13 ans sont capables dans les heures qui suivent le choc le plus violent de leur existence. L'homme était blanc, environ 1,80 m, corpulence moyenne, mais il y avait c'était texturé et visible même à distance. Les 2 garçons étaient confiants dans leur description. Ils dirent que le portrait robot produit était accuré. Ce portrait fut distribué immédiatement dans toute la région de Federal Way, dans les vitrines des commerces, sur les poteaux téléphoniques, dans chaque entreprise de la ville, aux nouvelles, dans les journaux. En quelques semaines, plus de 3000 signalements étaient arrivés au bureau du shérif. Le volume était si massif que le grand-père de Sarah lui-même facilita le don d'un système informatique au bureau du shérif de King County, juste pour que les enquêteurs puissent organiser et suivre toutes les informations. Les gens regardaient leurs voisins différemment, car l'homme dans ce croquis pouvait être n'importe qui. Le type au supermarché, la personne assise à côté de vous à l'église. Il était là, quelque part, et personne ne savait où. Pour les amis de Sarah, la douleur allait bien au-delà de la peur. C'était de la culpabilité. Pourquoi moi je suis encore là et Sarah ne l'est plus? Pourquoi je remplis des dossiers d'inscription à l'université alors que Sarah voulait aller à l'université plus que personne? Pourquoi je choisis une robe pour le bal de fin d'année alors que Sarah n'ira jamais à un bal? Chaque moment heureux portait une ombre. Chaque étape, chaque célébration, il y avait toujours une personne manquante. Shannon Grant, l'une des amies les plus proches de Sarah, était la dernière personne à l'avoir vue vivante ce vendredi soir. Elle porta ce poids pendant des décennies. Elle souhaitait pouvoir revenir en arrière. Elle souhaitait avoir demandé aux autres membres de la Drill Team à quelle heure était vraiment l'entraînement.
Elle souhaitait avoir proposé de conduire Sarah à l'école. Elle souhaitait avoir fait n'importe quoi qui aurait pu changer le résultat. Mais elle ne pouvait pas revenir en arrière. Aucun d'eux ne le pouvait. Le 12 juin 1991, un an et demi après la mort de Sarah, la communauté de Federal Way se rassembla à Federal Way High School pour la cérémonie de remise des diplômes. C'était aussi ce qui aurait été le 18e anniversaire de Sarah. La promotion qu'elle était censée terminer défilait ce jour-là. Mais avant la cérémonie, il y avait autre chose. Un mémorial avait été construit dans la cour de l'école. Un homme nommé Bill Fuller l'avait mené cet effort. Bill était un ami proche de la famille Yarborough. Sa propre fille était dans la même promotion que Sarah. Il tenait à s'assurer que Sarah ne soit jamais oubliée. Le mémorial était un banc de pierre. Gravés dessus, les deux mots par lesquels Sarah avait vécu, « Carpe diem ». Autour du banc, coulé en bronze, se trouvaient des objets qui représentaient ce qu'elle aimait, ses chaussures de ballet, ses livres et une petite reproduction de son chien bien-aimé, Gibi. C'était beau, c'était permanent. Et quand il fut dévoilé ce jour-là, avec le frère cadet de Sarah, Andrew, debout aux côtés de Bill Fuller, il y avait des larmes partout. Le mémorial rappelait tout ce que Sarah était et tout ce qu'elle n'aurait jamais l'occasion de devenir. Plus tard, ce même jour, la mère de Sarah, Laura, fit quelque chose que personne n'attendait. Elle vint à la cérémonie de remise des diplômes. Non pas pour pleurer, non pas pour observer de loin. Elle vint pour soutenir les amis de Sarah, les mêmes filles qui avaient grandi avec sa fille, qui marchaient maintenant sur une estrade que Sarah aurait dû traverser elle aussi. Laura Yarborough s'assit dans ses gradins et acclama chacune d'elles, parce que c'est ce que Sarah aurait fait. Retenez un nom dans cette partie de l'histoire. Bill Fuller, l'homme de la famille qui avait construit le mémorial, qui s'était tenu dans cette cour avec le frère de Sarah. Ce nom allait revenir des années plus tard, dans des circonstances que personne dans ce lycée ce jour-là n'aurait imaginées. Pour comprendre pourquoi Patrick Léon Nicolas était libre ce matin de décembre 1991, il faut remonter 8 ans en arrière, jusqu'à une matinée tranquille au bord du fleuve Columbia à Richland, Washington. Juin 1983. Une femme de 21 ans, nommée Anne Crony, avait conduit jusqu'à un parc près du front de rivière. Elle voulait simplement s'asseoir au bord de l'eau et réfléchir. Une matinée paisible, sans rien d'inhabituel. Elle s'appuya contre le capot de sa voiture et regarda le fleuve. Un homme s'approcha d'elle. Il était jeune, 19 ans. Il semblait normal, même agréable. Il engagea la conversation comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il dit qu'il venait d'arriver dans la région. Anne lui demanda s'il avait déjà fait du ski nautique sur le fleuve. Il sourit et dit qu'il ne savait pas nager. Ils parlèrent quelques minutes, rien d'alarmant, rien de profond, de la conversation ordinaire entre deux inconnus par une belle matinée. Et puis Anne remarqua quelque chose. La voix de l'homme commença à changer. Elle devenait instable, comme si quelque chose sous la surface se déplaçait. Anne ne pouvait pas l'expliquer, mais quelque chose en elle changea. Elle n'était plus à l'aise. Elle lui dit qu'elle devait partir, se tourna vers sa voiture et tendit la main vers la portière. C'est à ce moment qu'elle sentit la menace d'une lame contre sa nuque. L'homme agréable qui ne savait pas nager était maintenant derrière elle avec un couteau. Il commença à la forcer à marcher, loin de la voiture, loin de la route, vers la rive du fleuve, vers un endroit où personne ne pourrait les voir. Ils étaient à mi-chemin de la berge quand il lui dit de s'arrêter. Et dans ce moment, debout au bord du Columbia avec un homme armé et ses intentions claires, Anne Crony se souvint d'une seule chose, une seule phrase de leur conversation quelques minutes plus tôt. Il avait dit qu'il ne savait pas nager. Anne ne réfléchit pas, elle courut vers l'eau et plongea. Elle nagea avec tout ce qu'elle avait, elle nagea pour sa vie. L'homme resta sur la berge, il ne la suivit pas, il ne pouvait pas. L'eau était le seul endroit où elle était hors de sa portée. Des gens à un quai voisin la virent dans le fleuve et la sortirent de l'eau. Ils appelèrent la police. L'homme fut rapidement identifié. Il s'appelait Patrick Léon Nicolas. Il avait 19 ans. Et voici ce que l'histoire révéla sur lui. Patrick Nicolas n'était pas un inconnu des forces de l'ordre. Il avait été condamné, encore adolescent, pour l'agression de 2 femmes et la tentative d'agression d'une 3e. Son mode opératoire était identique à chaque fois. Il s'approchait d'une femme près de son véhicule, il faisait la conversation pour la mettre à l'aise, puis il sortait un couteau. Il la forçait à se déshabiller et il la conduisait vers une zone plus isolée, loin de toute aide possible. Il avait été libéré de détention pour sa dernière condamnation adolescente, quelques mois seulement avant d'attaquer Anne Crony. Quelques mois, c'est tout le temps dont il avait besoin avant de recommencer. Après son arrestation premier degré, Anne Crony vint à l'audience de condamnation. Elle était en colère, ébranlée, mais en vie. Elle se leva devant le juge et demanda la peine maximale.
Le juge l'accorda. Patrick Nicholas fut condamné à 10 ans de prison. Anne Crony quitta ce tribunal en croyant que la justice avait été rendue. Elle crut qu'il passerait 10 ans complets derrière les barreaux. Elle l'effaça de sa tête et continua sa vie. Elle avait tort. Patrick Nicholas ne purgea pas 10 ans. Il ne purgea même pas la moitié. Les dossiers pénitentiaires montraient qu'il n'avait pas eu d'infraction majeure en détention. Pas de problème lié à la drogue ou à l'alcool. Une évaluation le décrivait comme quelqu'un qui serait en sécurité en liberté à condition d'un suivi thérapeutique continu et d'une surveillance dans le cadre de la liberté conditionnelle. En sécurité en liberté. Ces mots furent écrits sur un homme qui avait agressé plusieurs femmes adolescentes et attaqué une autre femme au couteau à 19 ans. En 1987, après avoir purgé 3 ans et demi de sa peine de 10 ans, Patrick Nicholas fut libéré. Il fut placé dans un programme de traitement ambulatoire pour délinquants. Et puis, il disparut du radar de la vie. Plus de surveillance sérieuse, plus personne qui regardait vraiment où il allait ou ce qu'il faisait. Réfléchissez à ce que ce calcul signifie. Patrick Nicholas fut condamné en 1983. S'il avait purgé l'intégralité de ses 10 ans, il n'aurait pas été libéré avant 1993. Il aurait encore été dans une cellule le matin du 14 décembre 1991. Il aurait été derrière des barreaux, derrière une porte, derrière un mur, au lieu d'être tapi dans les buissons d'un campus scolaire à attendre qu'une fille de 16 ans arrive seule dans un parking vide. Si le système avait fonctionné comme il était censé fonctionner, Sarah Yarborough serait en vie aujourd'hui. Elle aurait obtenu son diplôme, elle serait allée à l'université, elle serait devenue conservatrice de musée ou ingénieure, elle aurait vécu. Mais le système n'avait pas fonctionné, et Sarah en a payé le prix. Anne Crony n'apprit rien de tout ça qu'en 2019, quand des enquêteurs frappèrent à sa porte en Oregon et lui dirent que Patrick Nicholas avait été arrêté. Cette fois, pas pour ce qu'il lui avait fait à elle, mais pour avoir pris la vie d'une jeune fille. Anne fut dévastée. Elle dit ce qu'elle répéta plusieurs fois dans les années qui suivirent. « Il ne m'était jamais venu à l'esprit que ce dont j'ai réchappé était un meurtrier. » Après sa libération en 1987, Nicholas disparut dans l'arrière-plan de la vie ordinaire. Il bougea, il se fondit dans les décors, et pendant des années, personne ne fit attention à lui. Jusqu'à une matinée glaciale dans un parking lycéen, où une fille aux cheveux roux arrivait trop tôt dans un parking vide. Pendant 20 ans, les enquêteurs du comté de King ne lâchèrent pas le dossier Sarah Yarborough. Chaque fois qu'une nouvelle technique d'analyse génomique apparaissait, ils revenaient sur les preuves conservées depuis 1991. Le profil ADN masculin complet extrait des vêtements de Sarah fut soumis au CODIS, la base de données nationale américaine des profils génétiques de condamnés, dès que le système fut suffisamment développé. Ils le soumirent à nouveau chaque fois que la technologie progressait, chaque fois que de nouveaux profils étaient ajoutés à la base de données. Chaque fois, le résultat était le même. Aucune correspondance. Cela n'avait pas de sens. Les enquêteurs avaient un profil complet. Ils savaient exactement à quoi ressemblait l'empreinte génétique de cet homme, mais il n'apparaissait nulle part dans le système. Soit il n'avait jamais commis d'autres crimes graves après 1991, soit il en avait commis et s'était glissé entre les mailles du filet. Pour un homme capable de ce qui avait été fait à Sarah Yarborough, l'idée qu'il n'ait jamais refoncé était presque impossible à accepter. Quelque chose manquait. En 2011, 20 ans après la mort de Sarah, un détective nommé Jim Allen passa un coup de téléphone qui allait finalement tout changer. Il contacta une femme nommée Colleen Fitzpatrick. Fitzpatrick dirigeait une entreprise appelée Identifinders International, et elle faisait quelque chose que presque personne dans les forces de l'ordre n'avait encore entendu. Elle utilisait des bases de données ADN grand public, le genre que les gens utilisent pour explorer leurs origines familiales et retrouver des cousins éloignés, pour générer des pistes d'enquête sur des crimes non résolus. Le domaine n'avait même pas encore de nom établi. La généalogie génétique forensique en était à ses balbutiements absolus. Fitzpatrick dirait plus tard que la police la prenait pour une illuminée. Elle décrivit avoir failli être mise dehors en riant quand elle essayait d'expliquer ce qu'elle pouvait faire. Mais le bureau du shérif de King County était différent. Il travaillait sur le cas Sarah Yarborough depuis 2 décennies. Ils avaient tout essayé. Quand Fitzpatrick proposa d'examiner l'ADN de la scène du crime gratuitement, juste pour voir si ses méthodes fonctionneraient, ils dirent oui. Ce qu'ils n'avaient rien à perdre. Ce qu'ils perdirent en revanche, c'est leur certitude sur la façon dont ce genre d'enquête allait se résoudre. Fitzpatrick prit le profil ADN de la scène du crime et le compara au profil disponible dans les bases de données généalogiques publiques. Elle se concentra spécifiquement sur le chromosome Y, qui se transmet de père en fils, de génération en génération, pratiquement inchangé. Et elle trouva une correspondance.
pas avec le meurtrier lui-même, mais avec sa lignée familiale. Le chromosome Y de la scène du crime de Sarah correspondait à un groupe de personnes qui descendaient toutes du même homme, un homme nommé Robert Fuller. Robert Fuller avait vécu à Salem, Massachusetts, dans les années 1630. Sa famille était venue en Amérique du Nord sur le Mayflower. C'était la première fois en l'histoire qu'un cold case générait des pistes d'enquête grâce aux bases de données ADN grand public. Le cas Sarah Yarborough faisait l'histoire, même si personne ne le réalisait encore vraiment. La connexion à Robert Fuller signifiait que le meurtrier de Sarah était un descendant direct de cette famille de l'époque coloniale, une lignée transmise de père en fils pendant près de 400 ans, des années 1600 jusqu'à l'homme qui avait tué Sarah en 1991, mais Robert Fuller avait vécu il y a presque 4 siècles. Il avait des milliers de descendants en vie aujourd'hui. Connaître le nom de famille était un début, mais ce n'était pas suffisant. Le bassin de suspects potentiels restait énorme. Et puis, le nom Fuller déclencha quelque chose dans l'esprit des enquêteurs, parce qu'ils connaissaient déjà un Fuller, Bill Fuller, l'ami proche de la famille Yarborough, l'homme qui avait construit le banc mémorial à la Federal Way High School, l'homme qui s'était tenu dans cette cour avec le frère de Sarah, Andrew, lors de l'inauguration. La coïncidence était trop grande pour être ignorée. La police demanda à Bill Fuller de fournir un échantillon d'ADN. Il accepta immédiatement, sans hésitation, sans poser de questions. Il n'avait rien à cacher. Les résultats revinrent. Son ADN ne correspondait pas à l'ADN de la scène du crime. Bill Fuller n'avait pas fait de mal à Sarah. Mais voici où ça devient étrange. Son chromosome Y, la partie de l'ADN qui trace la lignée masculine, correspondait. Bill Fuller et le meurtrier de Sarah partageaient la même ascendance paternelle. Ils étaient tous deux descendants de Robert Fuller des années 1600, des cousins, mais des cousins très éloignés, trop éloignés pour réduire le champ des suspects. La connexion était réelle, mais elle ne pointait personne de précis. Les enquêteurs se retrouvèrent dans la situation la plus bizarre qui soit. Ils pouvaient retracer l'arbre généalogique du meurtrier jusqu'au Mayflower. Ils pouvaient suivre sa lignée à travers 4 siècles d'histoire américaine. Mais ils ne connaissaient toujours pas son nom, son visage, son adresse. L'arbre Fuller se ramifiait dans des centaines de directions sur des centaines d'années et le meurtrier se cachait quelque part dans ses branches. D'autres personnes portant le nom Fuller furent investiguées. Aucune ne fut liée au cas de Sarah. La piste, elle si prometteuse qu'elle l'avait été, s'éteignit, et le dossier retomba dans un état de suspension. Mais Fitzpatrick ne lâcha pas. Elle continua à travailler en arrière-plan, année après année. Et la technologie continua à évoluer autour d'elle. En 2018, quelque chose de massif se passa dans le monde de la généalogie génétique forensique. Le Golden State Killer, l'un des criminels les plus notoires de l'histoire américaine, fut identifié et arrêté grâce au même type de comparaison de bases de données ADN que Fitzpatrick avait pionnier à utiliser. Cette affaire changea tout. Elle prouva au monde entier que la généalogie génétique n'était pas une idée marginale venue d'une femme que la police avait prise pour une illuminée. C'était réel, ça fonctionnait, et ça allait résoudre des affaires que rien d'autre ne pouvait faire. L'équipe de Fitzpatrick revint sur le dossier Sarah Yarborough avec une énergie renouvelée et de meilleurs outils. Les bases de données avaient grandi. Des millions de personnes supplémentaires avaient uploadé leur profil ADN sur des sites d'ancestralité. Le bassin de correspondants potentiels était plus grand, les méthodes étaient plus précises. Et cette fois, en septembre 2019, 8 ans après que Fitzpatrick avait commencé à travailler sur ce dossier, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient. 2 frères, Edward Nicholas et Patrick Nicholas, tous deux cousins éloignés de Bill Fuller, tous deux descendants de Robert Fuller de Salem, Massachusetts. Mais leur nom de famille n'était pas Fuller, il était Nicholas. Et la raison de ça était simple, leur grand-père avait été adopté. Il était né dans la lignée Fuller, mais avait été élevé sous un autre nom. La connexion génétique était là, mais elle avait été cachée derrière un changement de nom légal survenu des générations auparavant. C'est pourquoi personne ne les avait jamais trouvés. Le nom du meurtrier ne correspondait pas à son ADN. Il était invisible, tout le temps. Edward Nicholas fut le premier à être éliminé. Son profil ADN était déjà dans le codice depuis 2005. Une condamnation antérieure avait imposé un prélèvement. Quand les enquêteurs comparèrent son profil à l'ADN de la scène du crime de Sarah, il ne correspondait pas. Edward Nicholas n'était pas l'homme qui avait attendu dans ses buissons le 14 décembre 1991. Ce qui laissait son frère cadet, Patrick Leon Nicholas. Patrick Nicholas n'était pas dans le codice, malgré tout ce qu'il avait fait, les condamnations adolescentes, l'attaque contre Anne Crony,
Une condamnation en 1993 pour des sévices sexuels contre un enfant de 6 ans. Son profil ADN n'avait jamais été versé dans aucune base de données criminelle. 3 occasions distinctes où le système aurait dû capturer son profil génétique. 3 occasions manquées. Ces condamnations de jeunesse étaient antérieures à l'existence du CODIS. En 1993, il avait plaidé pour une charge réduite qui n'imposait pas de prélèvement ADN, et son frère Edward figurait dans le système depuis 2005. Si Washington avait autorisé les recherches ADN familiales, comme le font la Californie, New York, la Floride et le Royaume-Uni, les enquêteurs auraient pu comparer l'ADN de la scène du crime au profil d'Edward, voir la connexion familiale et identifier Patrick comme suspect, en 2005, 14 ans avant qu'il ne soit finalement arrêté. Mais Washington n'autorisait pas les recherches ADN familiales. La législation n'existait pas. Et à cause de ça, Patrick Nicholas resta libre 14 années de plus. Les enquêteurs avaient maintenant une conviction, pas une certitude légale, mais une conviction fondée sur tout ce que la généalogie génétique leur avait dit. Ils croyaient savoir qui se cachait dans ces buissons le matin du 14 décembre 1991. Mais croire ne suffisait pas. Ils avaient besoin d'une preuve. Ils avaient besoin de l'ADN de Patrick Nicholas et ils avaient besoin de l'obtenir sans qu'ils le sachent. Parce que si Nicholas réalisait qu'on l'observait, il pouvait disparaître. Il l'avait fait avant. Après l'attaque contre Anne Crony en 1983, il avait retiré de l'argent de son compte et fui la ville en quelques heures. Il savait comment s'évaporer. Le bureau du shérif de King County assembla une équipe de détectives en civil. Leur mission, suivre Patrick Nicholas discrètement, invisiblement, et attendre qu'il laisse derrière lui quelque chose portant son ADN. Une tasse, un cigarette en papier, un mégot de cigarette, n'importe quoi. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était un seul morceau de déchet, un seul moment d'inattention de la part d'un homme qui a évité la détection pendant 28 ans. Les enquêteurs dressèrent d'abord un portrait de qui Patrick Nicholas était devenu. Il avait 55 ans, il était divorcé, il vivait seul dans un bâtiment délabré sur une grande propriété à Covington, Washington, sans électricité. Personne ne lui rendait visite, pas d'enfants, pas d'amis, pas de connexion à quiconque. Il travaillait dans un magasin de pièces automobiles et prenait le bus partout parce qu'il ne conduisait pas. Un homme vivant en marge de la société, invisible, oublié, exactement le genre de personne qui peut passer 28 ans sans que personne ne le soupçonne de quoi que ce soit. Et puis, il y avait un détail qui arrêta les enquêteurs. La ligne de bus que Patrick Nicholas empruntait régulièrement passait directement devant la Federal Way High School, la même école où Sarah Yarborough avait été retrouvée en décembre 1991. En 1991, Nicholas avait 27 ans. Il habitait à 10 km de l'école. Il avait accès à ce campus chaque jour simplement en prenant le bus. Ce n'était pas une preuve, les enquêteurs le savaient. Ce dont ils avaient besoin, c'était son ADN. Le 29 septembre 2019, l'équipe de détectives en civil commença à suivre Patrick Nicholas dans les rues d'une petite ville au sud de Seattle. Ils gardaient leur distance, ils restaient invisibles, et ils regardaient tout ce qu'il faisait. Puis, ça arriva. Les détectives suivirent Nicholas jusqu'à une levêterie près d'un centre commercial à Kent, Washington. Il entra pour faire sa lessive. Après un moment, il sortit dehors. Il sortit une cigarette et l'alluma. Il la fuma lentement. Puis il en alluma une deuxième. Quand il eut terminé, il laissa les 2 mégots sur le sol. Un mouchoir en papier glissa de sa poche et tomba à côté d'eux. Nicholas ne ramassa rien. Il simplement rentra à l'intérieur. La seconde où il fut hors de vue, l'équipe en civil se déplaça. Ils récupérèrent les 2 mégots et le mouchoir, du sol du trottoir. 3 petits morceaux de déchets qu'un homme avait jetés sans y penser une seule seconde. Ils les mirent dans des sachets, les scellèrent et les envoyèrent en urgence au laboratoire de la police d'État de Washington. Et puis ils attendirent. Pendant des jours, les détectives gardaient leur téléphone à portée de main, sachant que la réponse à un mystère vieux de 28 ans était dans un laboratoire quelque part, en train d'être analysée. Chaque heure semblait durer 1 semaine. Et puis, l'appel arriva. L'ADN sur les mégots correspondait à l'ADN trouvé sur les vêtements de Sarah Yarborough en 1991. Correspondance parfaite. Les probabilités que ce soit quelqu'un d'autre que Patrick Nicholas, 1 sur 120 quadrillons. Un chiffre si grand qu'il n'a pratiquement aucun sens humain. Il y a environ 8 milliards de personnes sur Terre. Les chances que cet ADN appartienne à quelqu'un d'autre étaient essentiellement nulles. 28 ans de recherche, 28 ans d'impasse, 3000 pistes qui n'avaient mené par part, et la réponse était venue de 2 mégots de cigarettes sur un trottoir devant une levêterie.
Le 2 octobre 2019, les détectives localisèrent Patrick Nicholas dans un bar sportif à Kent, Washington. Ils entrèrent, l'identifièrent et l'arrêtèrent pour le meurtre de premier degré de Sarah Yarborough. Il fut transporté à la prison du comté de King et inculpé cette nuit-là. Les procureurs demandèrent une caution de 5 millions de dollars. Lors de l'interrogatoire qui en suivit, Nicholas fut amené dans une salle d'entretien. Les détectives lui dirent pourquoi il était là. Et ce qui se passa alors envoya un frisson à travers tous les enquêteurs présents. Nicholas ne réagit pas comme un homme innocent. Il ne dit pas qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Il ne dit pas qu'ils avaient le mauvais homme. Instant, il posa une question. Il demanda en quelle année. En quelle année? Comme s'il pouvait y avoir plusieurs, comme s'il y avait plusieurs girls qui ça pourrait concerner. Cette question resta en suspens comme de la fumée, et elle fit se demander à chaque détective dans la pièce quelque chose de terrifiant. Y en avait-il d'autres? Nicholas parla avec les enquêteurs pendant 90 minutes. Il ne passa pas aux aveux, il ne s'effondra pas. Puis il demanda un avocat. L'entretien prit fin, il se renferma complètement et ne prononça plus jamais un autre mot. Mais la perquisition de son domicile racontait son histoire. Quand les détectives entrèrent dans le bâtiment où Nicholas vivait, ce qu'ils trouvèrent fut troublant. L'endroit était dark, sans électricité, des piles de journaux et de magazines empilés partout, couvrant presque chaque surface. La maison d'un homme qui s'est complètement déconnecté de la vie normale. Mais deux objets se distinguèrent du désordre. Le premier était un journal de 1994, vieilli et jauni, avec en première page un article sur l'affaire Sarah Yarborough. Il l'avait gardé. Pendant 25 ans, Patrick Nicholas avait gardé un journal parlant de la fille qu'il avait tuée. Il était dans sa maison tout ce temps. Le deuxième était trouvé dans un tiroir de cuisine. Une photographie arrachée d'un magazine. Elle avait été soigneusement coupée de la page et placée dans le tiroir, seule. Quand les procureurs montrèrent cette photographie dans la salle d'audience lors du procès, l'air quitta la room. Tout le monde comprit ce qu'ils regardaient. Tout le monde comprit à quel type de personne ils avaient affaire. En 28 ans depuis la mort de Sarah, près de 4000 signalements avaient été soumis au bureau du shérif de King County. 4000 noms, 4000 théories, 4000 téléphones de gens qui pensaient savoir. Patrick Léon Nicholas ne fut nommé dans aucun d'eux, pas une fois. Il a vécu dans la région tout ce temps, avec un casier judiciaire de violences graves, et personne n'avait jamais pointé son doigt dans sa direction. Il était un fantôme vivant en pleine vue. 3 ans et demi passeurs, une vie entière pour ce moment, étaient rassemblés. Laura Yarborough, la mère de Sarah. Andrew Yarborough, son frère cadet. Les amis d'enfance. Et Drew Miller, le garçon qui avait trouvé le corps de Sarah quand il avait 13 ans et qui portait cette image depuis plus de 3 décennies. Ils étaient tous là, et ils avaient peur. Pas parce qu'ils doutaient des preuves, parce qu'ils savaient quelque chose que le jury ne savait pas. Avant même que le procès commence, le juge avait rendu une décision qui avait frappé l'accusation de plein fouet. Le casier criminel de Patrick Nicholas, ses condamnations de jeunesse, l'attaque contre Anne Crony, son arrestation ultérieure pour des sévices sur un enfant, ne pourraient pas être présentés au jury. Le juge avait estimé que permettre au jury d'entendre parler de ses crimes passés serait injustement préjudiciable pour le défendeur. Ce qui signifiait que les 12 personnes qui allaient décider du sort de Nicholas ne sauraient jamais qu'il avait un schéma documenté de comportement violent remontant à son adolescence. Ils verraient uniquement les preuves du cas de Sarah, rien d'autre. L'accusation était portée par 2 procureurs adjointes du comté de King, Celia Lee et Mary Barbosa. Leur stratégie reposait entièrement sur l'ADN, la science, les chiffres. Elles devaient convaincre le jury de faire confiance à ce que les preuves disent clairement. La défense était assurée par un défenseur public, nommé David Montes, et Montes avait un plan précis. Il n'allait pas nier que l'ADN de la scène du crime existait. Ce qu'il allait faire, c'était attaquer la façon dont cet ADN avait mené les enquêteurs jusqu'à son client. Il allait mettre la généalogie génétique elle-même en procès. Quelque chose qui n'avait jamais été fait dans l'État de Washington. Montes appela la technologie farfelue. Il l'a dit non testée, non prouvée. Il dit au jury que la police avait passé des décennies à poursuivre des impasses et que dans leur désespoir, ils s'étaient tournés vers une méthode non prouvée qui les avait dirigés vers le mauvais homme. Il attaqua aussi le témoignage oculaire. Drew Miller et Adam avaient dit à la police en 1991 que l'homme qu'ils avaient vu sortir des buissons avait une peau inégale et rugueuse, comme des cicatrices d'acné. Patrick Nicholas avait la peau claire à l'époque, pas d'acné, pas de cicatrices, pas de marques visibles. Montes dit que son client ne pouvait simplement pas être l'homme que les garçons avaient vu, parce que la description physique ne correspondait pas. C'était un argument intelligent, mais l'accusation avait une réponse, et elle toucha fort.
L'ADN de Sarah avait été retrouvé sous ses propres ongles. Elle avait griffé son agresseur. Elle l'avait lacéré alors qu'il était en train de l'attaquer. L'accusation avança que la peau inégale et texturée, que le garçon avait vue sur le visage de l'homme, vue de 30 à 40 mètres de distance, n'était peut-être pas de l'acné du tout. C'était peut-être les marques fraîches que Sarah avait laissées sur son visage dans les derniers moments de sa vie. Dans ses ultimes instants, elle s'était battue si fort qu'elle avait marqué le visage de l'homme qui l'a tuée. Et ces marques étaient encore visibles quand Drew et Adam le virent sortir des buissons quelques minutes plus tard. Puis vint la preuve matérielle de la maison de Nicolas. Les procureurs montrèrent au jury ce que les détectives avaient trouvé lors de la perquisition. Les piles de vieux journaux, le manque d'électricité, l'isolement total. Et puis les deux objets qui changèrent la température de la salle d'audience. Le journal de 1994, avec le cas de Sarah en première page, conservé pendant 25 ans, et la photographie d'une jeune femme en tenue de pom-pom girl, noyeusement découpée et placée seule dans un tiroir de cuisine. Quand ces images furent affichées, les gens dans la galerie décrivirent le moment comme suffocant. L'oxygène quitta la pièce. Tout le monde comprenait ce qu'il regardait, même si le jury n'avait jamais entendu parler du passé de cet homme. Le moment le plus puissant du procès ne fut peut-être pas un témoignage ou un numéro. Ce fut quand les vêtements de Sarah furent apportés dans la salle d'audience. Sa veste de Drill Team, ses chaussures, son pull, ses collants. Ces articles avaient été scellés dans des boîtes à preuves pendant plus de 30 ans. Et quand le détective à la retraite qui était parmi les premiers sur la scène du crime les déballa soigneusement et les présenta devant la cour, c'était comme ouvrir une capsule temps. Ce n'étaient pas des photographies, ce n'étaient pas des descriptions, c'étaient les choses réelles que Sarah portait le matin où elle mourut. La veste qu'elle avait enfilée en courant parce qu'elle pensait être en retard, les chaussures qu'elle avait lacées à la hâte, les collants. Les gens dans la galerie se sentirent se briser. 32 ans d'écart s'effondrèrent en un instant. Sarah était là, dans cette pièce, dans ses vêtements. Les chiffres d'ADN étaient vertigineux. Le laboratoire avait testé les échantillons et trouvé que l'ADN de Nicolas correspondait sur 13 marqueurs génétiques sur 13 testés depuis les preuves de son sweatshirt et de sa veste de Drill Team. La probabilité que ce soit quelqu'un d'autre, 1 par 20 quadrillons. Et l'ADN récupéré sous les ongles de Sarah, l'ADN qu'elle avait arraché à son agresseur en se battant pour sa vie, était 590 milliards de fois plus susceptible de venir de Nicolas que de toute autre personne non apparentée. Ces chiffres n'étaient pas discutables, ils n'étaient pas proches, c'était une certitude, aussi proche de la certitude que la science ne puisse jamais atteindre. Le procès dura 9 jours, et puis le cas fut remis au jury. Ils délibérèrent pendant 1 journée et demie. Quand il revint dans la salle d'audience, la famille et les amis de Sarah tremblaient. L'adrénaline était insupportable. 32 ans de chagrin, de peur et d'attente avaient convergé vers ce moment. La première charge fut lue. Meurtre prémédité au premier degré. Le verdict du jury, non coupable. Le son qui suivit fut comme si l'air avait été expulsé de la pièce. Les amis de Sarah baissèrent la tête dans leurs mains. Laura Yarborough ferma les yeux. Non coupable. Sur le premier chef, le plus grave, celui qui disait que Nicolas avait planifié ça avec avance, le jury n'avait pas estimé que c'était prouvé au-delà du doute raisonnable. Et pendant un moment, tout semblait s'effondrer. Mais le foreman continua à lire. Deuxième charge. Meurtre premier degré commis pendant la commission d'un attentat à la pudeur. Le verdict du jury, coupable. Troisième charge. Meurtre second degré commis pendant des attentats à la pudeur. Le verdict du jury, coupable. Et puis le verdict spécial. Le jury fut interrogé sur une question supplémentaire. La mort de Sarah Yarborough était-elle sexuellement motivée? Leur réponse, oui. La salle éclata. La famille et les amis de Sarah sanglotèrent ouvertement. 32 ans de silence et de souffrance s'éversèrent dans cette pièce. Drew Miller, l'homme qui avait trouvé le corps de Sarah quand il avait 13 ans et qui portait cette image depuis plus de 3 décennies, regarda de l'autre côté de la salle et croisa le regard d'un des jurés. Le juré lui fit un signe petit, mais qui portait le poids de tout. Il disait « Nous vous avons entendu, nous vous avons cru, nous avons fait ce qu'il fallait ». Patrick Nicolas, lui, ne réagit pas, ni au verdict de non coupable, ni au verdict de culpabilité. Il ne montra rien, pas de remords, pas de soulagement, pas de peur. Juste ce vide qu'il partait depuis 32 ans. Le même visage vide qui avait regardé 2 garçons de 13 ans de l'autre côté d'un terrain un matin de décembre 1991. 2 semaines plus tard, tout le monde se retrouva une dernière fois dans cette salle, l'audience de condamnation. Mais cette fois, ce n'était pas une question de preuve ou d'argument. C'était plus brut que ça. Des dizaines de personnes liées à Sarah, à sa vie et à l'enquête étaient venues dire ce qu'elles avaient gardé en elles pendant 32 ans, pour parler directement aux mômes qui leur avaient prises.
Laura Yarborough fut la première à se lever. Elle s'avança vers le pupitre et décrivit Sarah comme une mère seule peut le faire. Sarah plantait des fleurs chaque printemps. Elle aidait ses frères avec leurs devoirs. Elle adorait les musées et le ballet. Elle avait dit à sa mère qu'elle se sentait vivante quand elle dansait. Elle parla de la vie que Sarah avait prévue, et puis elle parla de ce qui avait été pris. Elle dit « Mon mari et moi avons 3 ans de notre vie dont nous ne nous rappelons même pas. Je pouvais à peine sortir du lit. Nos vies sont passées de la couleur vive à un gris flou. » Andrew Yarborough se leva l'exte, le frère cadet de Sarah. Il avait 11 ans quand Sarah fut tuée, un homme adulte maintenant. Il dit à la cour que de ce dont il se souvenait le plus, c'était la douleur dans la voix de son père au téléphone quand il lui avait dit que Sarah était partie. Il se souvint de ses parents qui pleuraient à travers les murs la nuit pendant qu'il était allongé dans son lit. Et il regarda Nicholas et dit « Il ne possède pas la capacité de ressentir le remords de la façon dont les gens normaux le font. Il n'a pas sa place dans la... » Une décrivit des décennies de peur. Comment faire confiance à des inconnus était devenu impossible. Comment elles vérifiaient encore leur serrure 2 fois. Comment elles élevaient leurs enfants avec une vigilance née du fait de savoir que le pire pouvait arriver. Et puis, Anne Crony se leva. Inattendu se produisit. Patrick Nicholas, l'homme qui n'allait montrer aucune émotion pendant 9 jours de procès, l'homme qui n'avait pas bronché lors des verdicts de culpabilité, eut un mouvement. Il la regarda et son corps fut parcouru d'un frémissement visible. Il la reconnut. Après toutes ces années, il n'avait pas prévu de la voir. Il n'avait pas prévu d'entendre son nom à nouveau. Et dans ce moment, pour la première fois dans toute l'affaire, quelque chose se craqua derrière ses yeux vides. Anne se tint au pupitre et parla clairement. Elle dit au tribunal ce que Nicholas lui avait fait. Elle parla du couteau, de le fleuve, de la nage qui lui avait sauvé la vie. Et puis elle dit les mots qui résonnèrent dans cette salle comme un verdict à part entière. Elle dit « Nous nous appuyons sur un système de justice conçu pour nous protéger de prédateurs comme Nicholas. Et ce système m'a trahi. Il a trahi Sarah, sa famille, ses amis et d'incomptables autres. Je demande à ce tribunal de ne pas commettre la même erreur. » La juge Joséphine Wiggs a écouté chaque mot, chaque témoignage, chaque lettre soumise. Et avant de prononcer la sentence, elle parla du banc avec un poids qui fit taire la salle. Elle parla de Sarah. Elle l'appela un enfant. Elle dit « Quand je pense à cette pauvre enfant, à ce qu'elle a vécu en se battant pour sa vie, et en disant cela, elle abattit son poing sur le banc.